Bon début d'année 2022, mon nom est Simon Deschênes et vous écoutez le 5e épisode de B2B2Go. B2B2Go, c'est le podcast sans prétention qui vous sert à chaque épisode les meilleurs outils et pratiques en vente et marketing B2B. Le podcast est propulsé par Ox, une firme spécialisée en développement d'affaires numériques B2B. Les conseils et sujets abordés dans ce podcast sont donc le fruit d'expériences de terrain dans l'accompagnement quotidien de nos clients. Ici, on aborde des enjeux auxquels vous faites face au quotidien. On vous donne des exemples concrets, des astuces qui peuvent vous aider et être appliquées au sein de vos opérations de développement d'affaires. Donc, avant de commencer avec le sujet d'aujourd'hui, n'oubliez pas d'aller vous abonner à notre infolette pour être averti à chaque nouveau épisode. Aujourd'hui, on accueille Delphine Garot. Delphine est spécialiste et directrice contenu chez Ox B2B. Delphine, merci d'être là. Merci de briser la glace avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. Merci de me recevoir. C'est tout indiqué parce que c'est toi, dans le fond, qui est notre cœur arrière au niveau du contenu chez Ox B2B. Donc, aujourd'hui, vraiment, début d'année, on a l'habitude, les dirigeants des ventes, du moins, ont l'habitude de voir leurs objectifs, de faire une planif des objectifs avec leur équipe de vente. Puis ce qu'on a pensé faire, nous, c'est un peu différent en début d'année, mais on a pensé revoir la trousse de contenu de vente. Puis aujourd'hui, dans le fond, ton apport à ce podcast-là, c'est vraiment d'aller en détail, je suppose. Je sais que tu as préparé des choses, je veux pas te couper, donc tu peux peut-être nous en dire un peu plus sur qu'est-ce qu'on va retrouver dans l'épisode d'aujourd'hui. Ouais, exactement. Dans le fond, le but, c'est de faire ce que souvent on fait pas. Fait que c'est de revoir qu'est-ce qu'on a fait dans le passé, qu'est-ce qui est déjà existant, puis comment l'améliorer ou être sûr qu'on a tout en notre pouvoir en tant que vendeur là, ou en tant qu'entrepreneurs qui sont dirigeants, qui font eux-mêmes leur développement d'affaires, de s'assurer d'avoir à chaque étape du cycle de vente le bon contenu approprié pour le plus possible être capable d'attirer le prospect puis de l'accompagner vers le fameux funnel de vente jusqu'à un appel exploratoire, une présentation là, d'une offre de service puis tout ça. Jusqu'à une conclusion de vente. Une conclusion de vente, on l'espère. Effectivement. C'est l'objectif. Fait que le but aujourd'hui, c'est vraiment de, entre autres, vous dévoiler nos petits secrets, mes petits secrets qu'on utilise. Donc, dans différents contextes, quel genre de contenu de vente on utilise, quelle application puis tout ça. Fait qu'on va faire un peu comme un overview de tout ça pour, espérons-le, vous donner les pistes, en fait, pour être sûr que vous êtes on track ou de vous, justement, faire poser des questions puis vous faire travailler un petit peu, là, pour être encore plus fort dans votre développement d'affaires dans la nouvelle année. Donc, peut-être commencer par une première question, dans le fond. Pourquoi c'est important d'avoir une trousse de contenu de vente? Ça peut paraître basic comme question, là, mais pourquoi? Ouais, je commencerai par dire, en fait, que il y a comme une différence entre le contenu de vente puis le contenu marketing là, qu'on appelle. Nous, ce qu'on parle vraiment, c'est le contenu qui sert aux prospects à mieux comprendre le produit que vous essayez de leur vendre. C'est pas dans le flafla de présenter votre entreprise puis vos mission, valeur. Mais comment ça s'explique, c'est qu'un consommateur versus un acheteur vont justement magasiner et acheter vraiment différemment. Puis l'acheteur a besoin d'être super informé avant de même vous accorder le temps de répondre à votre courriel ou quoi que ce soit. Fait que c'est important que toutes les informations soient à leur disposition puis soient faites le plus attrayant possible pour attirer leur attention puis vous donner l'attention là en retour là. Donc, ce que tu dis, dans le fond, c'est qu'il y a vraiment une différence entre un contenu qui va accompagner des efforts de prospection d'un vendeur, donc à chacune des étapes. Mm-hmm. Par exemple, on contacte quelqu'un qu'on connaît pas. Après ça, on converse avec cette personne-là. Après ça, on doit se qualifier comme quelqu'un de confiance. Après ça, on fait notre chemin avec une présentation. Tout ça, c'est tout ce contenu-là qui est différent, dans le fond, du contenu de notoriété, par exemple, pour, dans le cas de campagne de masse, d'attirer une clientèle pour faire connaître sa marque, puis ensuite, en mode inbound, si on veut, fait qu'on travaille. Ici, aujourd'hui, ça va vraiment parler de outbound. Exactement. Vraiment, le contenu qu'on envoie aux prospects, qu'on a vraiment identifié, ciblé, tout ça, pour les aider à mieux comprendre. Fait que c'est pas vraiment eux qui viennent à nous, puis que c'est même pas des pièces de contenu, techniquement, qui sont disponibles at large. À l'exception du site web qu'on va reparler, là. Je te dirais que qu'est-ce qui
pourquoi c'est aussi important ce contenu-là, c'est vraiment parce que l'acheteur d'une compagnie achète très différemment du consommateur, là, du B2B, là, si on veut rentrer dans le B2B, B2C, là, c'est complètement différent. Fait qu'ils veulent vraiment, tu sais, tout recevoir, avoir tout dans leur possession avant pour se faire une idée, parce qu'on s'entend, des acheteurs dans une entreprise, c'est pas on joue pas avec leurs sentiments, ils sont très logiques dans ce qu'ils ont besoin, quels produits ils ont besoin, quels services ils ont besoin pour régler les problématiques à l'interne. Fait que c'est pas vraiment dans parce que le produit est beau, parce que la personne est fine. C'est vraiment très pragmatique, si on peut le dire. Ouais, on peut dire ça, effectivement. Là, on utilise le terme acheteur, je pense, juste pour préciser pour l'auditoire que acheteur veut dire toute personne, tout titre professionnel que vous visez à contacter pour présenter votre produit, peut-être des gens aux opérations, exactement, des gens aux ventes, le décideur, la personne qui va ressources humaines et compagnie, des dirigeants point. Donc on est d'accord là-dessus. Oui, c'est pas juste le département d'achat, en effet, c'est plus ça du tout en fait. Avant la pandémie, je pense qu'il y avait une statistique qui disait que 67% du parcours de la prise d'information d'un acheteur, on parle de l'univers B2B toujours là, avait fait sa prise d'information avant même de parler à un vendeur. Mm-hmm. Après la pandémie, j'ai vu des chiffres passer qui étaient au-dessus de 75%. Je pense que ça s'est beaucoup accéléré encore. Donc, je pense que c'est hyper important que le contenu qu'on présente donne de l'information qui est pertinente sur l'impact de la solution qu'on présente sur l'environnement du client, j'imagine, puis qu'il soit varié aussi dans le format. Donc, pour débuter, peut-être revenir sur les musts en termes de contenu de vente à la phase 1, c'est-à-dire à la phase où on a identifié des prospects qualifiés, on est prêt à communiquer, à les approcher. Donc, il y a une question de script, j'imagine, mais il y a aussi une question de pièces de contenu qui accompagnent ces efforts-là. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Bon, ajouter une pièce de contenu au premier message, c'est non négociable parce que ça va juste augmenter vos chances que le prospect, là, la personne qui reçoit le message, accorde de l'attention à ce message-là. Parce qu'elle va voir la pièce, soit la pièce jointe pliée si c'est dans un courriel, ou en ouvrant votre message, quand on parle de la messagerie LinkedIn par exemple, elle va voir qu'il y a un lien. C'est quoi les formats qui sont le plus utilisés, qui sont les mieux à utiliser dans cette étape-là? C'est les formats de contenu qu'on parle. On parlerait dans le fond, le must, ça serait vraiment comme le one-pager, l'espèce d'infographie qui se trouve sur une page. Là, on essaie de prioriser que ça soit une page, donc faut que ça soit concis, très court, que l'information soit claire. Puis qu'est-ce qu'on retrouve dans cette pièce-là? Ben c'est souvent, faut définir le problème qui est vécu par le prospect. La personne comme ça qui ouvre cette pièce-là doit se sentir interpellée dans les premières lignes. C'est sûr que c'est très important. Puis ensuite, lorsqu'on a expliqué les problèmes, on dit comment notre offre règle ces problèmes-là. On parle de 4 blocs. Donc, définir les problèmes vécus par la cible, définition de quel avantage dans le fond, comment notre produit ou notre offre règle ces problématiques-là. On peut parler d'avantages si on a un produit en tant que tel, là, qui a vraiment des avantages distinctifs. Même notre chose dans un service. Puis on finit toujours, c'est bien important de finir avec un call to action. Parce que même dans une pièce de contenu, on veut diriger les prospects vers la prochaine étape. Donc si votre prochaine étape, c'est d'essayer de les avoir au téléphone, ben c'est sûr que ça doit être écrit en très gros. Appelez-nous, tu sais, réservez un moment avec nous. Si on veut faire des démos, vous devez vraiment le mettre ça en face parce que c'est intéressant pour les prospects de savoir que la prochaine étape, ça peut être encore plus tangible. Dans le fond, ils peuvent vraiment voir en action le produit. Ces infographies-là, on parle de pièces jointes, on parle d'infographies sur lien, on parle de quel format on privilégie dans le fond? Normalement, ça s'exporte en PDF, mais ce qu'on veut privilégier, parce que dans le fond, entre autres dans la messagerie LinkedIn, on peut pas importer des PDF. Donc le but c'est de hoster ces PDF là sur des liens. Puis les applications, souvent là, il y a beaucoup d'applications qui génèrent ce lien là pour vous. Donc c'est des liens qui s'intègrent, puis vous pouvez même savoir combien de personnes ont cliqué sur ce lien là pour monitorer un peu là, le succès de votre pièce de contenu. Puis des applications, là, on peut en aimer beaucoup, là, mais il y a Visme qui est vraiment intéressant, qui permet facilement de faire des infographies déjà animées. Canva, personnellement, c'est celle que j'utilise. J'encourage
les gens allaient la découvrir. C'est super facile, instinctif, puis c'est ça la beauté, dans le fond, de la création de contenu ou dans le monde dans lequel on vit, c'est que c'est super démocratisé, ça coûte plus cher et c'est facile à faire. Je crois réellement que n'importe qui, même des personnes avec pas beaucoup d'aptitudes, peuvent réussir à faire quelque chose de super beau sur des applications de même. Donc, nouvelles plateformes, dans le fond, obligent plus les entreprises nécessairement à faire affaire avec des graphistes spécialisés. Puis ces personnes-là servent encore à d'autres projets. Mais pour l'adaptation d'outils de vente comme on parle aujourd'hui, je pense que le fait que ça soit démocratisé, ça permet à des personnes qui sont pas nécessairement spécialisées de monter des outils qui sont quand même très très attrayants au niveau du look, puis ils sont bien montés en termes de structure aussi. Ouais, vraiment. Moi, je trouve avec un peu de temps là, c'est vraiment intuitif, fait que c'est la beauté de la chose de ces applications là. Les nice to have, sinon je dirais que ça serait vraiment la vidéo. C'est un médium qui a énormément d'impact là auprès des preneurs de décision, des prospects. Là. Il y a une étude qui, dans le fond, qui prouve que quand on intègre une vidéo à un courriel, le taux de clic augmente de 200 à 300%. Fait que c'est vraiment quelque chose que, de un, c'est parce que ça se consomme très vite, une vidéo. Les gens ont pas l'impression qu'ils prennent de temps parce qu'ils ont pas besoin de lire. Ils se font comme expliquer ça verbalement ou d'une façon dynamique. Moins d'effort. Exactement, puis c'est ça qu'on veut. On veut leur mettre, on veut que nos prospects comprennent ce qu'on a à offrir le plus vite possible. Donc, qu'est-ce qui serait les do and don'ts d'une vidéo à cette étape-là du cycle de prospection? Ouais, ben quand on parle d'une vidéo le premier contact là avec la cible, faut que ça soit court. Encore une fois, là, on le dit souvent, clair et concis. Mais on parle d'une vidéo en bas de 1 minute. Là. Okay. On priorise le format de 45 secondes. Des fois, on appelle ça comme un peu un teaser parce qu'il faut donner juste assez d'informations pour intéresser la cible, mais le but, au final, c'est qu'on veut leur parler de vive voix. On veut être capable d'avoir une relation avec notre prospect. Fait que faut que ça soit quelque chose qui attire l'attention juste assez pour qu'il ait le goût de nous parler. Avec la vidéo, on vient vraiment reprendre le même format, dans le fond, toutes les informations qui étaient dans le one-pager, l'espèce de template d'informations qu'on s'est parlé. Puis dans le fond, ce que ça permet, c'est vraiment juste de le packager d'une façon plus dynamique puis plus concise parce que ça prend que seulement 45 secondes de la vie du prospect là, au lieu de lui demander des efforts. Puis maintenant, encore une fois, la vidéo aussi est démocratisée parce que vos téléphones intelligents, l'iPhone permet de pouvoir filmer par vous-même. Les applications permettent d'éditer très facilement sans avoir nécessairement des skills. Puis on a même des applications, vous pouvez faire juste des vidéos de texte. Déjà là, de mettre votre texte au lieu qu'il soit écrit, qu'il soit animé et présenté dans un ordre vraiment précis avec peut-être être supporté par des images, juste ça peut faire une différence puis être assez là pour attirer l'attention d'un prospect qui vous connaît pas. C'est quoi les applications que tu utilises qui sont peut-être les plus faciles là, pour faire de l'editing ou de faire de l'édition vidéo, oui. Entre autres? Mais dans notre as suggéré ou? Oui, ben écoutez, même encore, j'ai parlé de Canva. Canva permet même de faire de la vidéo, donc vous pouvez la faire à même l'application. C'est un nice feature là à découvrir. Vous avez de la vidéo, comme j'ai parlé tantôt, free of write que vous pouvez trouver en même la plateforme, rajouter votre texte, dans le fond, animer tout ça puis l'exporter. Filmora, qui est vraiment là, un éditeur de vidéos. Filmora, ce qui est le fun, c'est que en fait, l'application est montée pour les débutants, donc on n'a pas énormément d'options à choisir, puis des fois d'être mélangé versus Premiere Pro, qu'on peut en faire techniquement beaucoup plus là avec la suite Adobe, mais qui peut être vraiment là overwhelming pour quelqu'un qui se connaît plus pas. De possibilités, mais plus compliqué. Shotcut, qui est aussi une autre application, si je me trompe pas, qui est gratuite ou très abordable, un peu comme Filmora là. Puis aussi de la vidéo animée que vous pouvez, si vous avez pas le goût de vous filmer, que vous avez pas rien à filmer, c'est de l'animation dans le fond là, des personnages qui parlent pour vous. Un peu comme des cartoons. Exactement, des cartoons. Ça peut être intéressant. C'est comme ça fait très dynamique, ça fait le monde trop habitué de voir ça, mais ça vous permet de bien expliquer votre solution sans vous mettre out there pour les gens un petit peu plus gênés. Donc des applications comme Powtoon, comme Doodly, qui est dans le fond une application que tu peux acheter, que tu n'as pas à repayer des frais le mensuel, fait que c'est intéressant, facile d'utilisation. OK, c'est un tarif unique, unique à vie. Ouais. OK, avec des mises à jour, j'imagine. Oui, et un très bon groupe Facebook, donc Doodly à découvrir, je vous encourage. OK, excellent. Si on regarde maintenant la deuxième phase
d'un cycle de vente qui est la phase de découverte, puis avec le défi de confiance. Là, ce qu'on dit dans le fond, c'est qu'une fois on a passé l'étape où on a capté l'attention en faisant nos efforts de prospection, soit par messagerie LinkedIn, par courriel, même éventuellement par téléphone, on réussit à avoir une première conversation, des échanges avec notre prospect, que ce soit des échanges écrits ou des échanges téléphoniques. Il y a des pièces de contenu qui peuvent servir à établir un lien de confiance avec nos prospects. Tu peux nous en dire un peu plus par rapport à ça? Comment tu travailles ça? Je dirais qu'avant toute chose, le must, c'est d'avoir un site web qui est solide avec les informations qui sont vraiment bien démontrées. Parce qu'avant même que le prospect vous réponde à votre courriel ou vous parle dans le téléphone, lorsque la première phase, lorsque vous allez attirer son attention, je vous garantis que son premier réflexe, c'est d'aller sur Google, puis d'aller taper le nom de votre entreprise, puis d'aller visiter votre site web. Fait que c'est l'important d'avoir un site web bien monté, un site web qui est vraiment clair, qui parle à la cible. Donc c'est important de non seulement de laisser les termes techniques, mais de parler le langage de votre prospect. Si votre produit est super technique, mais que vous savez que la personne qui l'achète ne l'est pas, allez pas dans les détails les spécifications de votre produit, allez dans quel problème ça vient solutionner, quel avantage pour l'entreprise ça pourrait procurer autrement. Exactement, dans n'importe ouais. Un site web aussi qui est très interpellant, fait qu'on n'oublie jamais le nombre de call to action qu'on va avoir sur un site web. Là, on veut vraiment amener les clients à agir. Donc, qu'est-ce qui est la prochaine étape? Là, appelez-nous, réservez un moment avec nous. Il faut que ça soit présent. On dirait des fois c'est négligé. Un site web, ça doit, même s'il est pas transactionnel, c'est pas s'il est pas transactionnel qu'il doit être informationnel. Il peut vendre quand même si le but c'est d'informer le prospect. C'est là que les call to action vont venir vraiment là déclencher cette envie-là de décrocher le téléphone, vous appelez tout ça. Puis quand on parle justement de confiance, c'est important aussi que le site web dans cette lignée-là, qu'il y ait des éléments qui vont venir rassurer le prospect ou encourager la confiance qu'il peut avoir envers vous. Donc on parle vraiment là de vos clients actuels, que c'est quelque chose qui peut être de un valorisant puis augmenter la confiance. Des témoignages clients, là, on en trouve souvent sur les sites, mais si vous en avez pas, posez-vous la question que c'est le temps d'en avoir parce que ça fait une grosse différence dans la confiance que les prospects peuvent vous accorder. Si vous êtes une entreprise dans l'industriel puis que vous avez des certifications ISO, par exemple, c'est important de les afficher, d'être fier parce que c'est quelque chose qui peut augmenter encore une fois la confiance. Si votre produit est breveté, c'est quelque chose qui parle beaucoup aux prospects. Donc, de s'assurer que tous ces éléments-là sont là pour qu'on ait un site web qui est convaincant, qui explique bien la solution, puis qui vous donne la stature que vous avez besoin pour que le prospect vous considère. Au niveau des témoignages, je crois aussi que les avis sur la page Google My Business sont importants, même dans l'univers business to business. Exactement, parce que quand le client, comme je vous dis, qui va certainement googler le nom de votre entreprise, c'est la première chose qu'on voit. Si vous êtes référencé par Google, donc si Google vous connaît, vous allez avoir le droit à un beau petit bloc, puis il va avoir vos beaux petites étoiles. Donc, s'il voit que vous êtes à 3 étoiles sur 5, puis qu'il y a des commentaires qui sont pas positifs, puis que, de un, ici, vous avez pas répondu à ces commentaires négatifs-là, c'est sûr que ça va avoir un impact sur on sait que les entreprises de détail, par exemple, les sites transactionnels font bon usage de ça parce que c'est, si je me trompe pas, les statistiques sont sorties, mais je pense que c'est devenu soit la source numéro 1 ou la source numéro 2 qui est le facteur le plus important ou le deuxième pour le ranking SEO des sites, donc le référencement naturel des sites Internet. Souvent, c'est quelque chose qui est pas nécessairement considéré par les entreprises du secteur B2B parce qu'ils vendent pas au grand public. Exact. Mais effectivement, les avis sont vraiment de plus en plus consultés. Puis les avis Google sont considérés comme étant neutres, donc étant crédibles. Qu'effectivement, je pense que c'est quelque chose c'est de quoi exactement. Ça peut être une stratégie aussi d'accorder de l'importance à ça, même si vous êtes dans un milieu industriel. Ça, comme tu le dis, Simon, ça a beaucoup d'impact sur ton référencement. Puis ce que tu veux, au final, c'est que les personnes soient capables de te retrouver en moins de clics possible. Puis dans cette lignée-là, en fait, j'appelle pas ça un must, mais encore une fois, dans un nice to have, c'est le fun d'avoir un site web qui est bien référencé au niveau SEO organique. Fait que c'est important d'utiliser les bons mots pour que votre site
soit reconnu là dans du moins une bonne structure SEO sur le site web. Exactement. Comme tel. On n'embarquera pas dans le volet SEO aujourd'hui parce qu'on aurait beaucoup trop à dire. Non, c'est sûr, mais c'est quelque chose qui est fun parce que ça aide votre business facilement là, si on veut le dire. Il y a du travail à faire au début, mais vous allez en bénéficier sur le long terme. Un site adapté mobile aussi. Très négligé, mais très important. Là. Les gens n'utilisent presque plus l'ordinateur. On est rendu à 75% de consultations mobiles versus avec un ordi aujourd'hui. Ouais, effectivement. Et l'autre chose que je dirais qui est vraiment cool à avoir, c'est si vous êtes capable de personnaliser votre site à la cible. Je dirais que ça, c'est plus dans un avenue que soit une start-up ou quelqu'un qui avait pas de site web, qui commence un gros déploiement d'une campagne de développement d'affaires numériques. C'est de modifier le site web selon la cible que vous êtes en train d'attaquer au moment même. Donc, si, par exemple, vous êtes dans l'industriel, vous vous attaquez au manufacturier de portes et fenêtres, puis après ça, au manufacturier de pâte à papier, peu importe, de brander un peu le site, si vous êtes à ce moment-là, dans cette période-là, en train de vous attaquer aux portes et fenêtres, que les portes et fenêtres se reconnaissent énormément dedans, et là, vous ajoutez votre site au fur et à mesure que vous rajoutez dans le fond. Que les clientèles se reconnaissent dans le contexte d'affaires dans lequel ils sont. Ouais, on sente que le contenu qui est préparé il est custom made pour eux, ouais, exactement. Adresse vraiment leur situation, leur contexte comme tel. Ça va faire c'est pas du contenu qu'on va enlever, mais de mettre ce contenu-là prédominant, dans le fond, ce que tu es en train de mentionner, c'est que au fur et à mesure que la campagne avance, parce qu'on veut pas faire disparaître. Non, exactement, tu le rajoutes. C'est juste, de faire des ajustements au site Internet en ce moment. Ouais. Puis, encore une fois, un autre domaine qui est démocratisé parce que c'est super facile avec des applications comme Shopify ou Wix de le faire un peu nous-mêmes ou de pouvoir un peu jouer dans notre site web nous-mêmes. Donc, ça aussi, j'encourage les gens à juste être curieux d'apprendre ça. Ça peut vraiment changer beaucoup de choses puis être capable de faire beaucoup de choses rapidement. Là, on parle encore une fois. C'est sûr que ça peut prendre beaucoup de temps aussi. Ouais, ça fait peur. Ça peut valoir la peine tout à fait. sur le long terme. D'autres pièces de contenu qui sont vraiment utiles pour gagner la confiance. Si votre site web est déjà OK, dans le fond, des pièces à envoyer, là, envoyer en supplémentaire one-on-one dans nos échanges courriels ou si vous avez déjà parlé à la personne, même juste pour la rassurer, la convaincre encore plus. C'est là que vraiment là, les case studies vont rentrer en compte. Les témoignages clients écrits, ça peut faire une grosse différence. Mais les témoignages aussi vidéo, dans le fond, là, si vous êtes capable d'avoir un client qui est assez fier et comme satisfait en fait là, de vos services pour être capable de parler à la caméra, ça a énormément d'impact là sur ça. Des webinaires, ça va venir vous positionner en fait. On parlait pas de notoriété, mais le plus les prospects voient que vous connaissez dans le fond là, votre univers, votre industrie, c'est sûr que ça va augmenter leur chance d'avoir confiance en vous. Donc les webinaires, c'est quelque chose qui est très intéressant. Les podcasts, je dirais aussi, sont très intéressants. Puis on peut parler aussi de blog. Donc tout ce qui est, c'est comme un peu sur c'est des pièces de contenu sur le les côté. Prospects sur l'univers. D'en donner plus puis vraiment vous positionner comme expert là dans votre milieu là, fait que pas juste sur la solution que vous avez à vendre comme telle, mais sur tout ce qui peut entourer cette solution là aussi, qui fait pas partie de ce que vous vendez, mais de donner de l'information informer exactement. Ouais. Donc comme ça, ils vous voient plus nécessairement juste comme quelqu'un qui essaie de vendre quelque chose, il essaie vraiment, on dirait, de vous aider. Oui. De vous donner tous les outils possibles pour régler cette problématique là que vous subissez là à l'interne. Donc sur la troisième étape, la troisième grande étape d'un cycle de vente, qui est celle où on se présente, donc qui se traduit souvent par une rencontre exploratoire, que ce soit souvent en contexte COVID, on est en visioconférence, Zoom, Teams, etc. Donc ce qu'on prêche, nous, c'est vraiment d'avoir une bonne liste de questions très précise à poser aux prospects pour être capable d'aller chercher de l'information qui va nous être très utile pour être éventuellement capable de monter une proposition de service ou une soumission pour les besoins de la personne.
dans cette interaction-là, on suggère fortement d'être à l'écoute 75% du temps, puis de parler à peu près juste 25%. Donc, on est loin un peu de l'approche où on prépare notre pitch. Est-ce qu'il y a quand même des pièces de contenu que tu vois, que tu suggères pour cette étape-là, qui peuvent aider quand même le vendeur à faire son travail à ce moment-là? Ben moi, je pense que c'est toujours important d'avoir quand même une petite présentation prête. Pas de arriver, comme tu dis, là, en mode je te présente quelque chose, mais si jamais la conversation mène sur que le client a vraiment besoin, soit des questions précises ou veut, as-tu des exemples de réalisation, des exemples concrets de réalisation de ça. Donc, peut-être certaines études de cas dans notre manche, autrement dit, de comment on a procédé pour d'autres mandats qui pourraient peut-être être similaires, qui pourraient être similaires au contexte du prospect avec lequel on interagit. Ça, je comprends. Puis, ça se peut qu'on s'en serve pas toujours, mais effectivement, ça peut être bon de l'avoir. Oui, tout à fait. Ça ajoute à la conversation, donc, d'avoir du visuel, d'être capable de démontrer quelque chose de façon simple. Là. On part pas dans une étude de cas trop compliquée. Ça peut mener vers aussi, si l'espèce de case study ou les réalisations que vous démontrez de comment que la situation au prospect que vous êtes en train de parler s'éloigne ou se rapproche. Donc, vraiment d'être capable de mieux cibler où est-ce que le prospect se retrouve. Ça de mieux positionner. Qualifier encore plus, effectivement, le prospect. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses? Le courriel, dans le fond, là, à la fin d'un appel, on le sait, là, souvent, c'est l'appel exploratoire, c'est pas la pitch finale. Donc, de s'assurer de pouvoir avoir une deuxième rencontre. C'est important d'avoir un courriel de relance qui est déjà prêt. Je dirais même un espèce de petit template déjà tout monté, mais seulement à ajuster avec les informations là, du prospect qui vient donner plus d'informations sur votre produit. Puis, ce qui est encore plus personnalisé, puis je pense qu'il peut avoir de l'impact, c'est de noter, dans le fond, là, les grandes lignes, les grands questionnements que le prospect a eu durant votre appel exploratoire, votre appel exploratoire. Puis, dans le courriel de retour, de noter, tu sais, comme ça, il va voir que vous avez écouté. Donc, d'afficher toutes les questions que le prospect a eues, puis de rajouter les réponses aussi. Donc, ça montre que vous avez vraiment eu une étude active, puis que ça peut aussi, on oublie là des fois là dans un appel les sujets abordés, ben là on a vraiment un beau wrap-up, puis là il voit que vous êtes vraiment engagé, puis que vous êtes vraiment effectivement, je pense que d'être préparé déjà à envoyer ce suivi-là, peu importe si on a déjà pu prendre le rendez-vous, parce que c'est l'idéal en live, mais de reprendre certains éléments sans que ça soit trop lourd, parce qu'il faut que ça reste très léger. Je pense que ça peut rajouter de la crédibilité au travail là, de la personne en charge du développement d'affaires. Donc, vous êtes sérieux là envers... Puis ça sauve du temps aussi. C'est vraiment l'idée, c'est de sauver un peu de temps puis de systématiser l'approche. Exactement. Intéressant. Pour l'approche, l'étape de conclusion, dans le fond, qui est l'étape finale, ou qui se commence régulièrement par la présentation d'une proposition de service ou d'une soumission ou quoi que ce soit. Évidemment, il y a d'autres contenus qui vont être ajoutés à ce moment-là. Il y a un enjeu de négociation, donc de convaincre le prospect qu'à ce moment-là, on est la bonne solution, on est le bon fournisseur de services ou de produits. Donc, qu'est-ce qui accompagne ça? Ben, le bon vieux classique, c'est le deck de présentation. Là. À ce moment-là, en fait, qu'on peut faire notre espèce de pitch de vente, donc de vraiment présenter concrètement, vu qu'on a tous les contextes de ce prospect-là, comment notre solution aide sa problématique. Donc, c'est soit le PowerPoint, ça peut être un prési qui est une présentation un peu plus dynamique, mais je pense que le médium dans ce cas-ci, on s'entend, c'est les présentations, donc c'est plus le contenu qui va être important. Donc à ce moment-là, je pense que c'est là de parler de chiffres, donc un peu comme les objectifs qu'on vise. Ouais, un petit peu la structure qu'on prônait dans d'autres épisodes où on reprend, je pense, le contexte, les éléments contextuels de la conversation qui a eu lieu. Ce qu'on se rend compte, c'est que souvent les prospects aiment entendre parler d'eux-mêmes, c'est-à-dire que est-ce qu'on a bien compris, de démontrer qu'on a bien compris leur situation premièrement, après ça les enjeux qu'ils vivent, les objectifs effectivement,
Puis suite à ça, le plan d'intervention, que ce soit comment on va livrer la solution ou le produit ou le service. Puis après ça, évidemment, les détails du prix, l'échéancier et compagnie. De faire ça concis puis dans un ordre qui est le plus intéressant possible. Parce que souvent, on voit de la présentation de l'entreprise, de la mission, de ci, de ça. C'est un peu lourd. On n'utilise plus beaucoup ce type d'approche-là. Exactement. Moi, je pense qu'il faut toujours se concentrer sur le prospect. Un peu s'éloigner de son propre nombril parce que ce qu'il veut entendre au final, c'est comment vous allez l'aider. Donc, de se garder vers ces éléments-là, le concret de qu'est-ce que vous allez apporter. C'est ce qui prend, puis de rapporter des éléments qui ont été discutés dans l'appel exploratoire, ça montre juste encore une fois un engagement que vous avez envers le prospect de l'entreprise, comme que vous voulez vraiment les aider. Vous voulez pas vendre, vous croyez vraiment que votre solution c'est la meilleure. Ça démontre l'écoute aussi. Exact. Beaucoup. Ah, non, tout à fait. Puis aussi, l'idée de cette présentation-là, on veut avoir l'opportunité de la présenter aux prospects, mais je pense que si je peux rajouter, faut aussi faire en sorte que on vit dans des contextes où des fois il va y avoir une vente à l'interne, c'est-à-dire que le prospect avec qui on interagit, c'est pas nécessairement celui qui va prendre la décision finale. Donc lui-même va devoir prendre cet outil-là puis la présenter à ses collègues. Exact. Donc faut penser, je pense que ça vive seul et non juste avec les commentaires que vous allez dire. Donc oui, d'en mettre le moins possible pour rendre ça le plus léger possible, mais le plus complet possible aussi pour donner les arguments nécessaires à la personne qui va faire la vente à votre place. Ça, c'est sûr. Ouais. C'est clair. Est-ce que tu as une conclusion par rapport à la trousse de contenu qui est nécessaire d'avoir au niveau des ventes? Je crois qu'il y a 3 choses à retenir, en fait, là, de l'épisode d'aujourd'hui. C'est que, il y a une grande distinction entre le contenu de vente qui vient accompagner le travail des vendeurs, la prospection, versus le contenu de marketing qui vient aider à faire rayonner votre marque là, dans la notoriété, dans la considération et tout ça. Deuxièmement, c'est que les outils, les logiciels de création de contenu se sont démocratisés. Fait que ça permet que c'est plus nécessairement des personnes spécialisées qui peuvent en faire. Un peu tout le monde avec du temps et de la volonté peuvent s'en occuper, ce qui permet aussi de rendre les efforts à l'interne vraiment plus rapidement. On peut se retourner rapidement, adapter notre contenu rapidement, puis mettre engager une campagne rapidement. Plus efficace, finalement. Et plus efficacement. Ouais. Et la troisième, c'est que c'est important, je dirais, là, essentiel, en fait, d'avoir une bonne trousse de contenu de vente qui est complète. Donc, qui accompagne là, vraiment là, chaque étape. Que les vendeurs peuvent se servir Exactement. Au quotidien, finalement. Que ça devienne, pas pour rien qu'on dit que c'est des outils, ça fait partie du coffre à outils du vendeur aujourd'hui, surtout quand il travaille à distance, qui est pas nécessairement, qui est plus sur la route, là, évidemment, là, à travailler avec ses prospects en leur serrant la main. Là. Exactement. Donc, super. Merci beaucoup, Delphine, pour ta contribution aujourd'hui. Vraiment, c'était hyper intéressant. Ça m'a fait plaisir. Ça fait changement d'être derrière la caméra, disons-le comme ça. Merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui. Mon équipe vous a préparé un aide-mémoire qui reprend les principaux sujets de l'épisode. N'oubliez pas de vous abonner à notre infolette en vous rendant au oxb2b.com/podcast pour être notifié dès la sortie de notre prochain épisode et surtout, télécharger notre aide-mémoire d'aujourd'hui. Merci. Bonne année 2022 à tous.